J'ai le bonheur d'ouvrir cette deuxième demi-journée par un panel qui s'intitule Contrôler l'image, encadrer les corps, censure par les instances du pouvoir. En effet, la censure, on aura l'occasion de le voir au cours de ces deux journées de colloque, c'est un phénomène réellement polymorphe et ambigu. Mais la première forme d'encadrement des corps à laquelle on pense souvent, c'est celle qui est le fait d'un pouvoir institutionnel et organisé. Et c'est justement ce à quoi sera consacré ce panel. Ce panel au cours duquel vont intervenir d'abord Pierre Taine, puis Célia Honoré. Pierre Taine, avec une communication qui s'intitule le concert est le roi de France pendant les guerres de religion, contrôler et mettre en scène les corps par la musique. Et ensuite, Célia Honoré, avec une communication qui s'intitule cette fois Commerce des photographies obscènes et contrôle du corps féminin dans les archives policières parisiennes de la fin du Second Empire. Donc la première personne qu'on va écouter cet après-midi, c'est Pierre Taine. Pierre Taine, qui est docteur en histoire moderne, qui a soutenu une thèse intitulée L'harmonie du prince, musique, sacrée et pouvoir dans les cours de Paris et Florence, vers 1560, vers 1610, une thèse qui sera publiée l'année prochaine au Classique dernier. Il est aujourd'hui rattaché à l'IRCOM, l'Institut de la recherche sur les civilisations de l'Occident moderne, à Sorbonne Université. Il est donc chargé de cours à l'Université de Paris et il poursuit actuellement ses recherches autour de la notion de public à partir de l'histoire du concert à la Renaissance et à l'âge baroque. Aujourd'hui, sa communication s'intitule donc Le concert est le roi de France pendant les guerres de religion, contrôler et mettre en scène les corps par la musique. Et donc, il va s'agir ici de voir un peu dans quelle mesure le concert peut être, pour le pouvoir royal, un outil d'encadrement des corps. Et je vais lui laisser la parole. Comme l'a dit Manon, donc, mon intervention d'aujourd'hui est consacrée au concert organisé et, je vais essayer de le démontrer, presque inventé à la cour des rois de France dans les années 1560-1570. Alors, invention, on va nuancer, mais malgré tout, il s'agit, selon ce que dit Jean Vigne, des premiers concerts dignes de ce nom qu'on peut repérer dans l'histoire occidentale, ou au moins l'histoire des sociétés de cour, pour essayer de repérer si on peut voir apparaître une forme de contrôle singulière dans cette invention d'un spectacle nouveau et inédit. Deux précisions avant de commencer. Donc, on est dans une phase, alors là, il y avait la proto-pornographie ce matin, là, c'est le proto-concert, puisque le terme apparaît, il est contemporain de la période que je vais évoquer. On le retrouve dans la littérature, mais vraiment en voie de fixation à l'époque. Voilà, je vais revenir là-dessus, mais attention aux anachronismes. Et surtout parce que c'est quelque chose qui est assez inédit, donc j'ai besoin de recontextualiser pour faire ma thèse, puisque les travaux historiques sont essentiellement consacrés sur la période du XVIIIe siècle. On commence à s'intéresser aux concerts à partir du moment où en fait, ils sont payants, notamment en France, c'est le concert spirituel qui invente ça dans les années 1710. Et donc, il y a une espèce d'angle mort sur l'histoire des spectacles musicaux. Alors, pour contextualiser rapidement tout ça, j'ai décidé de partir de deux gravures. Je vais en profiter pour les présenter un peu. Il y en a une, voilà, la première qui a été faite donc, pour le mariage du duc Guillaume V de Bavière en 1568, et sur laquelle je vais me fonder pour essayer de vous montrer sur ce que j'entends du moment où arrive le concert. Qu'est-ce qu'on a avant, finalement? Je précise, j'ai pris ces deux gravures-là parce que c'est parmi les rares qui nous présentent les spectacles musicaux dans la période. Il y a un déficit iconographique assez fort. On représente assez rarement les spectacles musicaux au XVIe siècle. Enfin, je serais ravi qu'on me contredise, mais j'ai eu du mal à trouver ça. Donc, dans ce banquet à Munich, on voit des corps qui sont libres de divaguer dans l'espace aulique, donc dans la salle où le duc se marie. On voit un espace qui n'est pas ségrégué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répartition spatiale particulière, exception faite du dé sous lequel se trouve la famille ducale. Et on voit la musique donc, qui est au premier plan, une orgue qui est juste au premier plan, et on circule comme ça, la musique fait partie un peu de cette liberté divagante des corps. On a donc ici un spectacle qui est communautaire, qui est rituel, il s'agit d'un mariage, de célébrer une noce, et qui n'est pas inscrit dans une ségrégation de l'espace et une discipline des corps particulière. On a une liberté divagante de ceci. Ensuite, une gravure, alors assez célèbre dans l'histoire de la danse, puisqu'elle représente le ballet de cour, qui est considéré comme étant un des premiers de l'histoire, le ballet comique de la reine, qui
qui a été représentée en 1581, mais qui, donc la gravure date de 1582. On trouve dans un livre de Balthazar de Beaujoyeux, qui était un des violons du roi Henri III à l'époque, que nous présente cette gravure du ballet comique. Donc ici, on voit un espace qui n'est plus du tout libre. Donc vous avez des loges dans lesquelles les corps sont immobiles. Le roi et la famille royale sont au premier plan, séparés du reste du public par les Suisses avec leur hallebarde, qui symbolise dans l'espace cette séparation entre d'une part la scène et le public, et également bien sûr le roi et le reste du public. Le roi, premier corps de l'assistance. Résumé de tout ça, on a d'un côté, du côté munichois, quelque chose que j'analyse plutôt du côté rituel ancien, qui va plus fort vers le Moyen-Âge, où on a liberté spatiale des corps, on a un rite communautaire, alors que de l'autre côté, on a un véritable spectacle dans lequel les corps sont immobiles, dans lequel on a une différenciation entre la scène et le public, et dans lequel on a une différenciation également entre le statut des artistes musiciens et le public qui est renforcé. Voilà en gros tout ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui à partir d'un exemple très précis. Cet exemple, c'est celui des concerts de l'Académie de poésie et de musique à la cour du roi de France en 1570. Pour cela, on a deux éléments de définition. Ces éléments, c'est tout d'abord cette opposition que je viens de vous introduire entre d'un côté le spectacle, c'est-à-dire le concert, de l'autre le rite, la cérémonie. Cette opposition, on ne la retrouve pas vraiment dans la littérature historique, enfin, très rarement. Elle est plutôt utilisée par les ethnomusicologues en général ou les anthropologues, même si certains historiens, je pense notamment à Xavier Bizarro, la repèrent dans d'autres périodes et d'autres cadres. Deuxième élément de définition, j'insiste dessus, l'organisation socio-spatiale du concert, dans lequel, voilà, différence notamment public-scène, on verra les implications. Et on se demandera ainsi comment le concert permet cette mise en spectacle de la musique qui invente, au bénéfice d'un roi de France, mais pas que, un nouveau rapport réellement politique entre le public, les musiciens et le pouvoir qui organise le concert et au bénéfice duquel il est représenté. Quelques précisions rapidement, puisque le sujet c'est la censure, et on va le voir, moi la censure, là je fais un petit pas de côté par rapport aux autres interventions ce matin, et je pense après moi, c'est la censure ne s'exerce pas directement, puisque sur la musique, les rois de France intervenaient par le biais de l'édition. C'est les partitions qui pouvaient être censurées, elles devaient bénéficier d'un privilège royal comme toute parution. Ce qui fait qu'avec le concert se pose la question, alors j'ai mis une censure qui passerait au-dessus, un peu de ce qui existe d'habitude, dans le sens où là on essaie de créer une autocensure, on essaie d'encadrer les corps de façon incorporée, je vais revenir dessus. Ensuite, donc je l'ai déjà dit en introduction, iconographie, vocabulaire, quelques vigilances à avoir, puisqu'on a vraiment un déficit de représentation iconographique des spectacles musicaux, qu'ils soient rituels ou concertants. Et le terme de concert, à nouveau en français comme en italien, et en voie de fixation dans la période. Je vais faire en fait deux parties. La troisième sera mélangée à ma conclusion, parce que sinon je vais largement dépasser le temps. Donc, essayer de comprendre, première partie, le concert, est-ce que c'est le roi ou les musiciens qui l'inventent? En fait, c'est un peu les deux. C'est plutôt voilà, donner des éléments de compréhension contextuelle. Pourquoi, en fait, ça arrive à ce moment-là et à cet endroit-là? Deuxième partie, ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le cadre de l'Académie de poésie et de musique que je vais vous présenter tout bientôt. Pourquoi le concert mis en place à la cour à ce moment-là, donc dans les années 1560-1570? Tout d'abord, parce qu'on a une crise religieuse, vous le savez, je ne vais pas m'étendre, mais crise religieuse majeure avec l'ouverture des réformes, qui a un pendant musical, qui a été pas mal étudié, notamment par Edith Weber et par beaucoup de musicologues. Et ce pendant musical, en fait, est très ancien, c'est la question de la polyphonie, qui crée un problème, c'est-à-dire qu'on ne comprend plus la messe. Enfin, c'est le gros problème de l'Église depuis le XIIe, XIIIe siècle. Si vous avez plusieurs voix qui chantent la messe, on ne comprend plus la parole divine. Je la fais très, très rapidement, cette histoire-là, mais au Concile de Trente, donc, qui a lieu dans ce cadre-là, dans les années 1540 à 1560, il y a cette discussion-là qui aboutit même à un concert, pour une présentation musicale, où le compositeur flamand Jacques de Perle vient démontrer est-ce qu'on peut faire une messe, est-ce qu'on peut interpréter, chanter la parole divine en polyphonie. Et il conclut globalement qu'on ne sait pas. Le Concile de Trente me dit
pas grand-chose. Ce qui ouvre en fait dans la musique un réel problème, c'est-à-dire que la modernité n'a jamais statué sur la valeur esthétique de la polyphonie, et donc elle ouvre un peu comme ça un angle mort dans le statut de la musique par rapport à la compréhensibilité rituelle, l'intelligibilité rituelle du texte sacré qui est amené à être chanté. Deuxième crise, donc une crise confessionnelle, c'est celle de la musique qui sert de trouble à l'ordre public en fait. Les archives du Châtelet, les archives du Parlement débordent dans le cas parisien pour les guerres de religion dès les années 1560, débordent de témoignages qui montrent que les protestants, en fait, qui ont assez rapidement été assignés à résidence et interdits d'occuper l'espace public pour leur rite, enfin, pour marquer leur religion, en fait, utilisent les chants et la musique comme moyen de déborder sur l'espace public. C'est-à-dire que vous êtes un protestant, vous êtes chez vous, et par les chants, par les cantiques, vous pouvez envahir l'espace public qui vous est interdit corporellement. Donc le son comme débordement de la discipline corporelle. C'est évoqué dans un très beau livre récent de Jérémy Foat sur la Saint-Barthélemy qui aborde un peu cette question-là. Donc on a vraiment beaucoup de témoignages comme ça, et on a le pouvoir royal qui commence à se dire mais comment on peut faire finalement? Parce que là, à part rentrer chez eux et les tuer, à Saint-Barthélemy, comment on peut encadrer le corps chantant des protestants qui pose vraiment problème à la monarchie. Enfin, on a une crise cérémonielle assez importante, que je ne détaille pas non plus, c'est-à-dire les rois ont un gros problème, c'est que leur cérémonie ne fonctionne plus. On a des rois catholiques, des rois très chrétiens, et donc quand la cour est divisée entre catholiques et protestants, quand le peuple est divisé entre catholiques et protestants, du coup, les cérémonies ne fonctionnent plus. Et ça, je renvoie surtout au Tour de France qu'a fait Charles IX, enfant, avec sa mère Catherine de Médicis, pour essayer de repacifier le royaume à partir de 1564, où ils n'arrêtent pas de chercher des nouvelles cérémonies, des nouvelles façons de chanter, de mettre en scène le chant, pour essayer justement de court-circuiter un peu ce clivage et cette inefficacité croissante des cérémonies de la monarchie. Moi, ma théorie, mon hypothèse, c'est que, entre autres choses, le concert, il arrive pour répondre à toutes ces crises. Parce qu'en fait, les rois de France, donc Charles IX en l'occurrence, ils ont un gros problème. C'est que les corps et les sons débordent de toutes parts dans un contexte de guerre civile. Donc, dans les années 1560, pour régler cette guerre civile, la politique majoritaire à la cour, c'est la politique de Concorde, incarnée par Catherine de Médicis et Michel de l'Hospital. Et donc, moi, j'essaie de repérer comment on pense un nouveau spectacle musical, je vais venir maintenant dans cette deuxième partie, qui en fait cherche à utiliser l'harmonie musicale, dans un contexte où l'harmonie et la musique sont des sciences, des arts libéraux du quadrivium. Donc, on utilise l'harmonie musicale pour essayer d'incarner musicalement la concorde du royaume qu'on cherche à mettre en place. J'ai contextualisé ces crises, tout ce que je vais chercher à vous démontrer dans cette deuxième partie. Donc, l'Académie de poésie et de musique, dans laquelle on peut se demander si c'est le lieu d'invention du concert, un des lieux en tout cas, parce qu'il faudrait faire bien plus de comparaisons internationales. Elle est créée par un musicien et un poète. Le poète, c'est Jean-Antoine de Baïf, qui est assez reconnu à l'époque, proche de la Pléiade. Et le musicien, c'est Thibaut de Courlier, qui est bien moins connu. Elle est créée sous le patronage et le soutien direct du roi Charles IX, qui intervient dans les activités de l'Académie en 1570. C'est important puisqu'on est juste après la paix de Saint-Germain, donc c'est entre deux guerres de religion. En gros, l'Académie est active juste après la Troisième guerre de religion et arrête ses activités, j'y reviendrai, avec la Saint-Barthélemy, qui vraiment met fin à ses activités. Le seul problème qu'a eu cette académie, ça a été l'université, donc la Sorbonne, qui a essayé de les empêcher d'être actifs, mais sinon, globalement, en soutien institutionnel, on n'est pas du tout dans un cadre, c'est pas du tout underground, quoi, l'Académie de poésie et de musique. Et c'est la première académie citée comme telle en France. C'était le but de cette académie, c'est pour ça que j'insiste autant sur le lien entre politique de concorde et harmonie musicale. Il est en fait explicite. Là, je vais citer, ça va être la source essentielle de ce que je vais vous présenter maintenant, c'est les statuts et les patentes royales qui fondent cette académie. C'est un dossier documentaire de quelques pages qui a été plusieurs fois édité, et dans lequel est dit donc, par les académiciens: il importe grandement pour les mœurs des citoyens d'une ville que la musique courante et usitée au pays soit retenue sous certaines lois,
D'autant que la plupart des esprits des hommes se conforment et comportent selon qu'elle est, je vais m'arrêter là parce que c'est le plus important, de façon que où la musique est désordonnée, là volontiers les mœurs sont dépravées. Et où elle est bien ordonnée, là les hommes sont bien morigénés. Donc j'ai souligné cette citation. Le projet politique donc, que je repère est vraiment explicite. Il est à nuancer, il est à situer. On est dans un contexte humaniste, on aime bien généraliser ces questions-là, on en parle beaucoup à l'antique. Et voilà, mais malgré tout, il y a ce repérage de vraiment une concordance entre le projet politique et le projet poético-esthétique de l'académie. Le but, c'est bien d'utiliser l'ordre musical et artistique pour imposer un ordre dans le royaume, participer à une politique d'ordre dans le royaume. Ensuite, j'ai souligné aussi la fin de ce texte, donc, puisqu'il s'agit aussi de repurger ce qui pourrait leur rester de la barbarie. Là, on parle de l'ensemble en fait, du royaume de France. Donc, l'intervention de la barbarie qui fait signe vers vraiment un processus de civilisation, quasiment revendiqué par ces lettres patentes, à un âge, alors là, je m'en réfère aux travaux notamment de Franck Lestringant, mais on est vraiment contemporain de toute l'écriture aussi, de la découverte par les Français de l'Amérique, donc la France antarctique, l'expédition de Ville-Gagnon, etc., qui sont des choses discutées à l'époque et qui, en plus de la référence antique évidente, posent aussi cette question d'un processus de civilisation qu'on va voir plus développer après au XVIIe siècle, c'est-à-dire il y a l'harmonie des Européens, des chrétiens et l'harmonie des autres. Donc voilà, cette lutte comme barbarie qui fait de la musique ce moyen de civiliser le royaume. Très rapidement, alors là, je vous montre un poème issu d'Étrennes de Jean-Antoine de Baïf, qui date de 1574, dans lequel il souligne l'échec de ce projet académique. Okay, donc, la postérité de l'académie est en fait assez trouble. On la repère bien plus tard, en fait, plutôt au XVIIe siècle, mais les académiciens eux-mêmes sont convaincus d'avoir échoué. J'ai essayé de montrer dans ma thèse que ce n'est pas entièrement le cas, mais voilà, je souligne quand même qu'ils n'étaient pas contents trop de la réussite de ce projet politique. Donc, que font les académiciens? Là, on va venir vraiment sur le lien de la musique sur les corps, puisqu'il s'agit de morigéner, de repurger la barbarie. Que font les académiciens avec les corps? Donc, moi, mon hypothèse, c'est qu'ils cherchent d'abord à les discipliner grâce à la musique pour représenter le pouvoir qui est en jeu, entre autres le pouvoir royal. Cette discipline elle repose sur quatre dimensions principales qui définissent ce qu'est un concert. Ce n'est pas une considération esthétique, en fait, ce n'est pas la musique qui est jouée, ce n'est pas la poésie qui est mise en musique, c'est vraiment la disposition socio-spatiale concertante des corps qui définit en fait le concert. La discipline, elle passe par l'enregistrement des corps, je vais assez vite là-dessus, il s'agit d'enregistrer les gens, les identifier, on donne un médaillon au public. On enregistre dans des livres de compte. Les gens, on leur donne aussi un statut en fonction de si vous êtes dans le public ou pas, si vous êtes musicien, quel est votre statut social. Il faut payer. Il y a même des trucs post-mortem, c'est-à-dire que si on meurt, il faut donner 100 écus au cas où pour que les académiciens puissent s'occuper ensuite de la mémoire académique. Donc, d'abord, on enregistre les corps et les individus. Ensuite, on spatialise. Il faut que je vous lise quand même cet extrait. Donc, nul auditeur ne touchera, ne passera la barrière de la niche, une barrière qui sépare la scène de la salle, ce qui est assez inédit pour le cadre du XVIe siècle, ni autre que ceux de la musique n'y entrera. Donc, il y a un espace réservé aux musiciens, un espace réservé à ce qui devient le public, qu'on invente par ce moyen. Personne ne maniera aucun livre ou instrument, mais se contenant en dehors de la niche, ce qu'on appelle la scène, choyera tout ce qu'il verra être pour le service ou l'honneur de l'académie, etc., etc. Donc, on crée vraiment une ségrégation de l'espace. On discipline ensuite le corps très, très concrètement, puisqu'on l'oblige en fait à observer des comportements. Et là, je dis ça parce que tous les témoignages qu'on a de la messe, alors ils exagèrent souvent, mais beaucoup de prêtres disent que les gens sont indisciplinés à la messe et qu'ils ont un comportement affreux, les corps qui exultent, qui ne sont pas du tout encadrés. Et le concert, en fait, dans un contexte de cours, donc assez élitiste, très élitiste, met en place des systèmes d'amende. Ce que je vous raconte là, c'est concrètement, si vous n'obéissez pas, vous êtes mis à l'amende par l'académie. Donc, qu'est-ce que doivent faire les auditeurs? Je choisis l'extrait qui me semble le plus parlant. Les auditeurs, donc, opposés aux musiciens. Les auditeurs, durant que l'on chantera, ne parleront, ni ne s'accouteront, ni ne feront bruit, mais ils se tiendront le plus quoi qu'il leur sera possible jusqu'à ce que la chanson qui se prononcera soit finie.
Et durant que se dira une chanson, nous frapperons à lui de la salle ou à la porte. On ouvrira à la fin de chaque chanson pour admettre les auditeurs attendants. Donc vraiment, là j'insiste, et tout ça est soumis à amende. On met par écrit des comportements à observer, notamment des comportements de silence, des comportements de disposition dans l'espace. On se tait, on reste silencieux et immobile. C'est assez inédit. C'est-à-dire qu'à part dans des contextes à la limite des premiers salons, enfin, c'est anachronique comme terme, mais des premiers rassemblements, sodalité humaniste de cours, c'est assez inédit de voir ce genre de comportement alors que les traditions médiévales, les traditions modernes du XVIe siècle étaient plutôt dans le débordement. Ce corps est enfin contrôlé. Il est contrôlé, là je fais revenir un peu la musique, mais il y a une théorie qui date de l'Antiquité, qui est la théorie des effets de la musique sur les corps. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, cette théorie est dominante dans les milieux de la cour, dans les milieux humanistes. C'est une théorie qui veut qu'en fonction de la musique qui est jouée, ça provoque des effets sur votre corps. D'accord. En gros, ce que nous, on appellerait une forme de transe, mais qui est assez différente. Ça a été christianisé, notamment par l'intermédiaire de Boès au Moyen-Âge. Et en gros, pour aller très vite, vous avez des descriptions chez Brantôme, dans certaines chroniques, de Henri II. Alors, à un moment, il y a un excellent musicien, souvent des musiciens virtuoses, c'est pour montrer à quel point ils sont incroyables, un luthiste qui joue un mode, donc une gamme belliqueuse. Et Henri II est pris par cette gamme et donc sort son épée et il veut tuer tout le monde. Donc, dans la panique, le musicien, qui est un virtuose, improvise sur une gamme triste et Henri II laisse tomber son épée et pleure. Donc, vraiment, il y a aussi cette idée, on relie à une théorie des effets de la musique et des sons sur les corps. Ce n'est pas juste la discipline, on accoutume aussi à cette théorie humaniste. Enfin, il y a des questions statutaires et pécuniaires, combien on paye les gens, comment on les reconnaît. Je vais conclure en passant donc sur la postérité de ce spectacle. Cette postérité, je vais vous la résumer très rapidement, si ça peut susciter des questions. D'abord, je conclue sur un bilan de cette intervention. Donc, en conclusion, le concert, il apparaît pour les rois de France comme une réponse à une crise plurielle de la représentation musicale. Comment on peut représenter de façon sonore, musicale, le pouvoir royal, le pouvoir politique dans la France des guerres de religion? La réponse, c'est cette invention d'un spectacle nouveau qui, en même temps que le spectacle, le concert, invente également le musicien professionnel. À ce titre-là, Henri III il récupère en 1583 la main sur la corporation des ménétriers joueurs d'instruments. Et on invente également le public. C'est-à-dire qu'auparavant, il n'y avait pas un public, il y avait une communauté. Une assemblée des fidèles, par exemple, dans le cadre des messes. Ce qui se met en place, c'est donc une vraie grammaire des corps et des comportements sous l'angle du contrôle et de la discipline, et on utilise la musique, l'art musical pour ce faire. Le contrôle musical des corps, je l'ai dit, est ainsi incorporé. La censure traverse les corps dans une recherche, un processus de civilisation qui est une recherche d'autocensure, qui cherche à gagner et à incorporer la censure plutôt qu'à contraindre le corps par le biais des attentes comportementales. Peu après, donc là, c'est quelques ouvertures que je fais très rapidement. Moi, j'ai repéré plusieurs développements de cette dimension concertante du contrôle des corps dans le ballet de cour, juste après la période dont je viens de vous parler. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est une dimension qui est assez sexuée, assez genrée, c'est-à-dire que le contrôle et la discipline s'exercent prioritairement sur les femmes, et qu'on retrouve aussi dans les effets de la musique sur les corps qui sont combattus par l'Église. C'est-à-dire que c'est le moment aussi où on commence à s'inquiéter de ce qu'écoutent les femmes et on relie les possessions, qu'on appelait les énergumènes dans les années 1590-1600. Le rôle de la musique dans la possession des femmes est extrêmement importante à l'époque. Et donc, ce qu'on va commencer à attendre comme expression corporelle du corps face à la musique, pour les femmes, ça devient l'extase. C'est le XVIIe siècle qui va inventer la possession extatique contre la possession que nous on qualifierait de transe. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que cette postérité du concert elle va jusqu'à nous, puisque toutes les recherches d'avant-garde, les recherches politiques de lutte en musique, elles se font toujours contre le concert, en fait, soit parce qu'on vient de cultures autres, soit parce que on cherche à justement éviter de rentrer dans ce cadre assez formaté. Et là, il y a plein d'exemples au XXe jusqu'à nos jours. Le club de jazz qui cherche à inventer un autre rapport au concert. Et jusqu'à nos jours, c'est notamment le cas des rêves et free party qui refusent le concert et d'ailleurs, étonnamment, non, faut pas s'en étonner, qui se retrouvent à être gérés par le ministère de l'Intérieur plutôt que celui de la Culture.
Et c'est assez intéressant de voir donc, cette postérité-là. C'est-à-dire qu'à nouveau, on voit encore dans notre actualité que le débordement musical est encore encadré par le concert. Dès que la musique déborde, et ben, il y a un retour assez systématique en fait, du répressif très explicite cette fois-ci, qu'on peut observer donc, encore de nos jours.